Nous sommes toujours à l'heure. On va essayer d'y rester. Et donc, parce que maintenant, nous avons non pas une personne présentée, mais trois personnes qui vont nous rejoindre pour parler d'un projet exceptionnel qui est en cours à Paris. Donc, on va voir Thierry Hugues Beaufond, qui a, je pense, accompagné dans les 30 dernières années tous les grands projets de métro parisiens. Il a commencé la ligne 14 du temps où c'était qu'un projet de ligne 14 et travaillé à la RATP à l'époque, ensuite dans des ingénieries diverses, et puis aujourd'hui, depuis le début du Grand Paris, la Société du Grand Paris, tu es dans la maîtrise d'ouvrage cette fois-ci, donc comme responsable des méthodes constructives du Grand Paris. Et tu vas être accompagné d'Hervé Le Bissonnet, qui est directeur général délégué de Terrasol, et qui participe là aussi, suivant les lots, parfois côté maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre ou entreprise. Donc c'est la beauté d'avoir un regard transverse sur les projets. Et puis vous avez aussi invité un étudiant qui fait une thèse avec Aegis et qui a participé à un certain nombre d'instrumentations, parce que ce qui est chouette avec les grands projets et des maîtrises d'ouvrage techniques, c'est d'avoir la possibilité de faire de l'instrumentation, d'exploiter l'instrumentation et donc de reboucler avec ce que Pierre nous indiquait ce matin, avec finalement les calculs et des ouvrages qui sont bien dimensionnés et qui sont compétitifs et il y a juste ce qu'il faut pour la sécurité, l'usage et l'empreinte carbone. Donc voilà, la parole est à vous, merci. Bonjour à tous. I hope. I'm very sorry. My presentation will be in French. I hope the next time in English. I hope. Voilà. Alors, en termes de présentation, donc je vais avoir deux parties. Une première partie pour rappeler très rapidement, parce que c'est assez dense la présentation. Un petit rappel sur le Grand Paris Express où on en est. Et puis en deuxième partie, je laisserai place à nos deux maîtres d'œuvre, Aegis et Setec Terrasol, pour des premiers retours d'expérience en lien avec l'interaction sol-structure. Le Grand Paris Express, il faut rappeler un peu les enjeux, des enjeux importants, donc compétition internationale, pénurie de logements, défis climatiques. Défis climatiques, là, c'est vraiment le sujet phare en ce moment. Congestion des transports et puis déséquilibres sociaux des territoires. Ce projet donc, qui représente 200 km d'infrastructure, qui vient doubler l'infrastructure existante RATP, c'est une chose importante à souligner. 68 gares, 90% de l'infrastructure est souterraine. Il y a quelques parties aériennes quand même malgré tout, à l'est, au nord-est de Paris et du côté de l'ouest dans les Yvelines. On y reviendra tout à l'heure très rapidement. Et une chose aussi importante, 80% de ce projet est interconnecté avec le réseau existant. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ce qui m'amène à préciser une chose aussi que tout le monde attend, c'est le temps de parcours. On passe énormément de temps d'une banlieue à une autre. Eh bien, l'exercice qui a été fait avant la mise en service, c'est on attend à peu près un gain de 50%. Sur les temps de déplacement. Donc là, il y a deux petits exemples, de l'aéroport Charles de Gaulle à Noisy-Champs, et puis l'autre de Orly à Orcé-Gif, où on est toujours obligé de repasser par Paris, puisque le réseau il est radial, et là on a une rocade. Un train 100% accessible, ça aussi c'est quelque chose qui est aussi révolutionnaire, et on sait que sur le réseau existant, la RATP, comme la SNCF, essaye en vain de rendre ce réseau existant accessible. Automatique, bien évidemment. Et donc, ce qui m'amène quand même aujourd'hui à vous dire où nous en sommes. Donc, sur cette slide, en fait, tout ce qui est finalement en bleu foncé représente les zones qui sont en travaux actuellement sur l'ensemble du réseau. Donc relativement très actif, on est à peu près à plus de la moitié en termes de construction. Ce qui représente aujourd'hui, et là on peut le dire de manière officielle, on a atteint les 100 km de tunnels creusés. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Je vous ai mis un peu, à titre vraiment anecdotique, mais quand même important, c'est les 46 km, je crois qu'on les a même un peu dépassés, de pose de voie. Donc c'est un rythme assez soutenu sur ce projet en termes de travaux.
Donc un projet qui occupe quand même, où il y a un peu plus de 8000 personnes donc mobilisées sur ces différents chantiers, 6000 entreprises, dont en gros à peu près 80% de PME sur la région Île-de-France. Donc toutes les entreprises du BTP sont intéressées dans la construction de ce beau projet. Et enfin, il nous a fallu là aussi, pour montrer un peu l'ampleur du projet, pour réaliser ces 100 km aujourd'hui, 24 tunneliers ont opéré. Aujourd'hui, il y en a 3. Il en reste 3. Donc probablement 2 vont terminer à la fin de l'année. Donc c'est pour montrer, sachant qu'on n'a pas terminé, puisqu'il restera encore 2 arcs qu'on appelle 15 Est et 15 Ouest qui passeront en travaux dans un peu plus d'1 an. Donc on est on est quand même à mi-parcours, même si on n'a pas totalement terminé, mais ça c'est une chose importante à souligner. Alors là, quelques slides pour montrer un peu l'ampleur des travaux, parce que c'est vraiment, je crois que moi-même, comme vous le disiez tout à l'heure dans l'introduction, j'avais vu plus petit. Là, on est dans une autre dimension, clairement. Et donc la plupart des lignes, ou quelques exemples effectivement d'ouvrages de gare ou d'ouvrages annexes servant au démarrage des tunneliers. Donc là, l'ouvrage aérien, notamment le viaduc de Palaiseau, dont le génie civil est quasi terminé. C'est un projet en fait qui est assez moteur, puisqu'on a un enjeu parmi les enjeux auxquels on doit faire face, un enjeu environnemental qui est assez fort, qui a été encore rappelé récemment, pas plus tard qu'il y a quelques jours par le président de la République, mais qui permet effectivement de montrer que le projet du Grand Paris Express va générer en tout cas 3 à 5 fois moins d'émissions de CO2, au-delà de sa mise en service à l'horizon 2050, que pendant sa phase de construction. Et ça, c'est le sujet sur lequel on est continuellement, perpétuellement confronté pendant la phase de construction, c'est-à-dire les questions de l'ensemble des citoyens, des associations vis-à-vis des émissions de CO2. Et là, on répond clairement que de toute façon, au-delà de la mise en service, on sera vraiment dans de meilleures conditions en termes d'émissions de CO2. Enfin, en tout cas, c'est une réponse au sujet. La SGP, en fait, s'est fixé une double, parmi tous ces objectifs, un objectif assez phare, 25% de réduction des émissions de CO2 dans les constructions de tunnels, entre autres, pour permettre effectivement d'atteindre le 70%. Presque comparativement aux 70% de revalorisation des déblais, mais sans faire de parallèle. Mais en tout cas, c'est des enjeux quand même assez importants. Et ce qui m'amène à vous parler très rapidement de deux exemples concrets qui font un peu le lien avec la présentation précédente, là, sur les bétons, puisque le premier exemple concret de réduction, effectivement, c'est l'emploi sur la ligne 16 de béton fibré donc dans la réalisation des voussoirs qui constituent finalement le tunnel de la ligne 16 et pour lesquels ça a été effectivement un long moment de mise au point avec le groupement Eiffage et le maître de Végis et qui a permis d'ouvrir une porte pour l'ensemble des autres lignes, puisqu'aujourd'hui on a clairement ouvert le cahier des charges pour permettre à l'ensemble des entreprises de s'orienter vers cette option. Et puis un autre cas bien concret, très intéressant, qui est en cours d'expérimentation et qui mérite d'être exposé là aujourd'hui, c'est le béton ultra bas carbone qui a été évoqué tout à l'heure avec deux parties sur la ligne 18 Loin. Donc entre Massy et Orly, donc l'arrière-gare de Orly qui a été équipée de 21 voussoirs qui sont donc instrumentés en béton ultra bas carbone avec des fibres et puis 8 anneaux qui se trouvent au niveau des jonctions avec les rameaux des ouvrages annexes. Pour lesquels, là aussi, on a du béton ultra bas carbone, mais béton armé. Oui,
Oui, bon, alors là, c'était... Oui, alors c'est un peu raté. Donc, c'était un peu pour expliquer un peu la conclusion, malheureusement. Alors, il y a une superposition, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. En fait, la conclusion sur l'expérimentation qui est en cours, hein, sur le lot de Vinci de la 18.1, hein, c'est que 100% de clinker est substitué, ce qui permet d'atteindre les 70%, moins 70% d'émissions de CO2. Donc c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Et là, ce qui nous intéresse au plus haut lieu, c'est toute la partie instrumentée en arrière-garde, c'est le comportement de ces anneaux, puisque là, on a décidé de choisir une section non exploitée pour pouvoir expérimenter à plus long terme pour des ouvrages définitifs, peut-être dans la poursuite de ce qu'on fait sur le Grand Paris Express. Je laisse la parole à Hervé. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter les résultats des travaux de Khadija Nedjar, qui a réalisé une thèse de CIFRE au sein de Terrasol, encadrée par le laboratoire 3SR de Grenoble. Donc son terrain de jeu, c'était la gare de Fort-d'Issy-Vanves-Clamart. Donc c'est une gare qui est à l'extrémité du tronçon de la ligne 15 Sud, à l'extrémité ouest. C'était une des premières gares à démarrer en travaux sur le Grand Paris, pour des raisons d'interface avec le réseau ferroviaire. Donc elle a eu le temps de suivre complètement le chantier. Et donc c'est une gare qui a fait l'objet de pas mal d'instrumentation et pas mal d'études. Donc le chantier a été réalisé par le groupement Bouygues-Soletanche. Et donc je remercie le groupement qui nous a permis de mettre en place toute cette instrumentation avec la Société du Grand Paris. Donc bon, les problématiques d'une fouille profonde, on en a déjà pas mal parlé ces 2 jours. C'est donc la problématique en termes d'impact sur les avoisinants, l'étassement, donc quelle loi de comportement pour bien modéliser le comportement du sol, les problématiques de poussée des terres sur la paroi et comment bien prendre en compte les effets de voûte. Les problématiques donc, de dimensionnement de la paroi, dans le cadre de la gare de Fort-d'Issy, une paroi moulée, donc déterminer les moments à l'intérieur de cette paroi et puis les déplacements du mur. Et puis également donc, la problématique des butons, des efforts dans les butons et dans les dalles définitives. Donc l'intérêt de cette gare, c'est qu'on a pu mettre en place, avec l'appui de la Société du Grand Paris, une instrumentation à développer. Donc au niveau des butons, on a mis des choses assez classiques, des jauges qui ont permis de mesurer les efforts et les contraintes dans les butons et dans les dalles. Au niveau des parois, mise en place d'un clinomètre et surtout, ce qui était un petit peu nouveau, de la fibre optique, ce qui nous a permis de remonter aux efforts au moment dans la paroi moulée. Et puis également, on a mis en place des cellules au contact entre la paroi et le terrain qui nous a permis de mesurer la pression contre l'ouvrage. Alors après, désolé aussi pour la présentation qui est un petit peu sautée, j'ai l'impression. Donc il y a eu aussi beaucoup de modélisation en parallèle de la mise en place de l'instrumentation, des modélisations à l'aide de méthodes classiques, coefficient de réaction, et puis également beaucoup de modélisation et les éléments finis en 2D et en 3D. Encore une fois, un petit peu décalage. Donc bon, ça, je ne vais pas trop m'appesantir. Donc il y a bien sûr, d'abord, il a été réalisé donc, des méthodes, des dimensionnements avec des méthodes de coefficient de réaction, donc à partir des approches classiques, en déterminant donc, les coefficients de réaction à partir des méthodes que Pierre Schwinn nous a bien rappelé ce matin, détermination des coefficients de pression, des pressions de terre active et passive, selon la théorie de Kakko-Kerizel. Également, donc, des modélisations et des éléments finis. Donc, il a été privilégié des modèles avec des lois de comportement type HSM, assez classiques. Donc, on a pu donc, comparer ces 2 méthodes. Alors, en termes de résultats, voilà, c'est complètement... Bon, la gare de Fort-d'Issy-Vanves-Clamart, elle est intéressante, parce qu'elle est dans un... Bon, déjà, c'est une gare qui est profonde. On a un tunnel qui est à peu près à
à 30-35 mètres de profondeur, des parois qui sont descendues à 40 mètres, ancrées dans la craie, hein, donc ce qui est en vert en base de l'ouvrage. On est sur une configuration qui est un peu particulière, hein, qu'on retrouve souvent, hein, dans le secteur du sud de Paris. Donc c'est la présence de terrains fortement très déformables, hein, très plastiques, hein, donc les argiles plastiques avec un IP de l'ordre de 55%, qui est encadré par deux formations rocheuses, roches tendres nettement plus raides, hein. On voit le contraste, hein, de raideur au niveau des modules entre les argiles plastiques et donc le calcaire grossier au-dessus et les marnes de Meudon en dessous. Et puis donc en surface, hein, des remblais de caractéristiques assez mauvaises également. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est quasiment hors nappe, hein, on a une petite nappe perchée au-dessus des argiles plastiques, hein, à peu près 5 mètres d'eau dans les calcaires grossiers. Donc en fait, on a peu d'impact de la poussée hydrostatique, hein, sur notre ouvrage. Donc on est vraiment dans un... Ah bah tiens, c'est mieux. Donc voilà, donc, on vous voyez mieux la configuration, les argiles plastiques, les calcaires grossiers et les marnes de Meudon. En termes de résultats, alors on a pu, grâce aux inclinomètres, les inclinomètres, hein, qui sont installés dans la paroi, donc on a pu comparer donc, les déformations mesurées au calcul, donc à la fois les calculs par la méthode coefficient de réaction et la méthode aux éléments finis. Donc, ce qu'on remarque, hein, c'est qu'on a une bonne concordance, hein, entre déjà les deux méthodes de calcul et puis les résultats. Donc en termes de déformation, on est plutôt satisfait. À partir du moment où on vient bien caler les modules et les coefficients de réaction, on a des très bons résultats. En termes de moment, c'est pareil, on est plutôt bon, hein, en termes de prévision sur les moments et par rapport au calcul, hein, deux méthodes de calcul. Donc encore une fois, les moments, on a pu les mesurer grâce à l'installation de fibres optiques, hein, dans plusieurs panneaux ont été instrumentés. Donc bonne cohérence entre les deux méthodes et les résultats. Ce qui montre, c'est que les méthodes classiques utilisées sont suffisantes, même dans un contexte relativement compliqué, hein, en termes de déplacement et en termes de moment, donc pour je dirais la modélisation de la paroi. En revanche, lorsqu'on vient regarder ce qui se passe en termes de poussée, et surtout lorsqu'on vient réaliser les dernières phases d'excavation, on constate qu'on a une redistribution des poussées sur la paroi, en particulier dans les terrains un peu plus raides. Lorsqu'on vient réaliser l'excavation dans les argiles plastiques, on a des redistributions des efforts qui vont pousser sur notre paroi, et ceci, ça a un impact assez fort en termes d'efforts dans les butons, où on constate que les efforts, ils sont relativement pas mal sous-estimés avec la méthode au coefficient de réaction. En termes on a des différences déjà assez importantes entre les deux méthodes, et on a plutôt tendance à sous-estimer ces efforts, en particulier avec la méthode de coefficient de réaction. Ça, c'était également le cas en termes de poussée, en termes de pression sur notre mur. On a également les cellules de pression qui ont mesuré des valeurs plus fortes que celles qui avaient été estimées, que ce soit avec les méthodes de coefficient de réaction que la méthode aux éléments finis. Donc ça montre que quand même nos approches classiques dans le cadre de fouilles profondes, de terrains complexes avec des raideurs, des contrastes de raideurs, ils peuvent quand même avoir tendance un peu à sous-estimer nos efforts, l'impact de notre terrassement, en particulier sur les butons. Donc voilà les principales conclusions, hein, de cette thèse, hein, du travail de Khadija. Donc c'est que nos méthodes... Donc déjà que l'instrumentation est fondamentale, hein, ça nous permet de bien contrôler tout ce qui a pu être réalisé. Les méthodes de coefficient de réaction sont globalement suffisantes, on va dire, pour dimensionner notre paroi, hein, en termes de déplacement, en termes d'effort. En termes de méthode aux éléments finis, ça permet d'aller un petit peu plus loin, de bien prendre en compte donc, les effets de voûte et les redistributions de contraintes lors des différentes phases d'excavation, en particulier lorsqu'on n'a pas de pression hydrostatique.
Et donc, il nous semble quand même intéressant de pouvoir aller un petit peu plus loin dans ces méthodes de calcul afin de mieux dimensionner nos ouvrages. Je vous remercie. Et donc, la photo de la gare Fort-Décivant-Flamarl en 2018. Donc, c'est une des gares qui est déjà bien avancée. Bonjour, moi je vais vous parler de ce qu'on a fait sur la gare de Clichy-Montfermeil dans le cadre de la prise en compte du gonflement dans les marnes qui sont présentes dans cette station. Donc, l'ouvrage de Clichy-Montfermeil, c'est l'un des ouvrages en forme de bilobe sur la ligne 16. Et donc en termes de dimension, on est à peu près sur 70 mètres de long, un peu moins. Et en termes de profondeur, on est sur 30 mètres d'excavation. Et donc, la couche de fondation du radier, les essais, les études ont révélé que cette couche était potentiellement gonflante. Donc, la première conception a été réalisée et ensuite les essais complémentaires ont révélé qu'il y avait une possibilité de gonflement dans ces couches. Et donc l'objectif, c'était d'optimiser l'ouvrage et de prendre en compte ces phénomènes de gonflement. Donc je vais vous présenter à peu près ce que c'est que le gonflement rapidement et ensuite je vais vous dire ce qui a été fait concrètement sur la gare de Clichy. Donc le gonflement, quand on parle de gonflement, il y a un phénomène qui est dû à l'interaction entre certaines argiles, donc les momorionites et l'eau. Et donc en présence d'eau, ces argiles aspirent de l'eau et du coup gonflent en volume. Mais là, on est aussi dans un ouvrage dans un contexte de déchargement. Donc de toute façon, il y a aussi le déchargement qui est lié au fait qu'on va escaver. Voilà, donc j'en dis pas plus sur le gonflement, mais bon, je vous ai mis une référence si vous voulez plus de détails. Mais en tout cas, donc, dans le cadre des ouvrages tels que la gare de Clichy, qu'est-ce qu'on peut avoir comme impact du gonflement? Si vous escavez, donc vous pouvez avoir dès le départ donc le soulèvement qui est dû à l'excavation. Et une fois qu'il y a la mise en place du radier, si vous avez des apports d'eau, bon, c'est pas un scénario qu'on souhaite, mais c'est des choses qui doivent être prévues dans la conception. Donc si vous avez des apports d'eau, que vous avez un gonflement, ça peut venir appuyer en dessous sur le radier et du coup générer des efforts et des déformations sur le radier. Donc là, vous pouvez avoir des questions de service, de fonctionnalité des structures qui sont sur le radier et vous pouvez avoir des questions de stabilité du radier. Donc, dans le cas de Clichy-Montfermeil, on n'était pas sur des discussions sur la stabilité, mais c'était plutôt sur le fonctionnement donc des dispositifs de porte palière qui devaient être installés sur l'ouvrage. Et malgré tout, donc, il fallait s'assurer que, en cas de gonflement du sol, on pouvait assurer la fonctionnalité de ces ouvrages. Donc, c'était des critères de déplacement vertical absolu et de déplacement différentiel assez contraints. Donc, dans ce genre de situation, il n'y a pas 10 000 possibilités. Donc, pour gérer ce genre de problème, on peut soit retirer le sol et le remplacer par un sol moins gonflant, empêcher qu'il y ait un apport d'eau, renforcer le radier ou venir intercaler une matière très déformable entre le sol et le radier de façon à ce que le sol n'exerce pas directement de contraintes sur le radier. Donc là, la première solution qui avait été envisagée, c'était de renforcer le radier. Donc le principe, plus le radier est épais, plus il est raide et plus il est lourd, donc plus il peut supporter ce qui est apporté par le sol gonflant. Donc ça va aboutir à des radiers de l'ordre de grandeur de 3,5 mètres. Donc on parle de très grosses quantités de béton. Et du coup, une deuxième solution a été explorée qui consistait à intercaler du polystyrène entre le sol et la structure. Donc là, il y avait un autre sujet, c'était que la descente des charges apportait des poinçonnements locaux sur le matériel compressible. Et du coup, la dernière approche, c'était une approche un peu plus fine, couplée.
donc qui consistait à modéliser le phénomène de gonflement et à regarder sur le radier les zones où c'était vraiment pertinent d'apporter un traitement. Donc il y a eu deux approches pour modéliser le gonflement basées sur une loi oedométrique assez classique. Il y a eu une modélisation qui a consisté à traiter le gonflement comme une déformation volumétrique condition aux limites, et une approche qui a consisté à traiter le gonflement comme résultat d'une imbibition dans le sol. Et en fait, les deux approches ont abouti à des conclusions similaires, c'est-à-dire que la zone où il était pertinent de traiter, c'était le cadran nord-est de la structure qu'on voit ici en rouge. Et donc cette approche a aussi révélé qu'un radier de 1,3 m était suffisant pour porter la structure. Et donc là, Aegis a proposé, en plus de cette conception, une instrumentation sous le radier pour voir un peu comment le sol répondait au fur et à mesure du déchargement. Donc l'instrumentation a été mise en place pendant la phase de déchargement. Donc on a la réponse du sol au déchargement, et elle est appelée à rester pendant quelques années après la mise en place de l'ouvrage. Donc là, vous avez quelques photos de la mise en place. Donc forage, on protège l'équipement avec un tubage, on fait descendre l'équipement à la bonne profondeur et on le raccorde à une centrale qui reste en surface, et comme ça, on a une acquisition continue pendant le déchargement. Donc là, on a des équipements assez classiques, des extensomètres pour les déplacements et des capteurs de pression interstitielle. Donc ici, vous avez donc l'instrumentation pendant qu'elle fonctionne. Donc là, vous avez les boîtiers d'acquisition, vous avez les tubes qui protègent, des tubes en métaux qui protègent l'instrumentation qui, elle, est vraiment en dessous du fond de fouille, beaucoup plus bas. Et là, vous avez la purge qui a été mise en place juste dans la zone qui a été considérée pertinente pour le traitement. Donc, c'était le cadran nord-est de l'ouvrage. Donc là, on est en train d'excaver, enlever les marnes d'Argenteuil pour les remplacer par une graffe ciment qui est moins gonflante. Donc là, je partage avec vous quelques premiers résultats qu'on avait. Donc là, vous avez l'évolution de la pression interstitielle. Le début, on ne va pas trop s'attacher à cette valeur parce que c'est plus lié à la mise en place du capteur de pression interstitielle dans un coulis qui était encore liquide. Donc c'est un mélange d'interactions. Par contre, là, on voit bien que au fur et à mesure qu'on a le phasage, déchargement et les phases où on fait des butons, donc il n'y a pas d'excavation active, on voit qu'on a une baisse de pression interstitielle, et ensuite la pression a tendance à revenir et à réaugmenter. Et si on regarde les déplacements qui sont associés à ça, on voit aussi qu'on a deux tendances de déplacement qu'on peut identifier déjà. Un déplacement quand on a vraiment des phases actives d'excavation, et un déplacement avec une pente un peu plus douce pendant les phases où il n'y a pas d'excavation active. Donc cette instrumentation sur le long terme permettra de voir l'évolution complète de la réponse du sol. Du coup, en conclusion, donc le gonflement aujourd'hui, vu qu'on va de plus en plus en profondeur, c'est une problématique à laquelle on aura de plus en plus à faire. Et aujourd'hui, il n'y a pas de méthode normative classique pour prendre en compte ce gonflement. Donc il y a par exemple un groupe de travail du CFMS dont les résultats, les recommandations vont être diffusées dans pas longtemps, je crois. Et donc dans le cas de Clichy, on a proposé une approche d'interaction sol-structure qui permettait d'évaluer de façon relativement simple l'impact du gonflement afin d'apporter une solution locale adaptée. Et en plus, donc, on a proposé la mise en place d'une instrumentation avant l'excavation, et ça pourra potentiellement aider à mieux comprendre ce type de phénomène. Voilà, donc merci pour votre attention, et puis si vous avez des questions, avec plaisir. Alors, merci à vous tous, parce que non seulement c'était passionnant, et en plus on va rendre l'antenne à l'heure.
ce qui était un exploit. Mais ceci dit, on va quand même avoir le temps de prendre une question ou deux. Parce que je suis persuadé que les organisateurs ont prévu que voilà. Et nous allons, avant de la question de Pierre Schmitt, moi je voudrais juste témoigner que avoir la possibilité de faire des instrumentations d'ouvrages, c'est extrêmement, ça a beaucoup de valeur. D'abord pour les mesures qu'on en tire, la comparaison avec le design, etc. Mais c'est aussi très formateur, je trouve, pour les jeunes ingénieurs, parce que c'est un moment où on va rentrer dans le détail de comment on calcule, pourquoi on calcule, on va se poser plein de questions sur tout ce qu'on ne prend pas en compte dans le calcul du quotidien, mais qu'on devrait prendre en compte, etc. Et donc ça donne une profondeur sur la compréhension du calcul qui est sans mesure. Puis c'est une façon assez simple d'intégrer dans un bureau d'études ou dans l'ingénierie des jeunes étudiants. Ça, c'est une part. Et puis d'autre part, ça permet aussi de se confronter à ce que c'est que la réalité d'un chantier où il faut arriver à vendre aux équipes de chantier une instrumentation alors qu'en fait, ils ne sont pas très fanas. Et donc, il faut mettre pas mal de pragmatisme, de conviction pour que ça se marche à la fin. Et chaque point de la mesure ici, c'est un exploit encore plus que d'arriver à faire en 30 minutes tout le Grand Paris. Pierre Schmitt. Merci. Bon. Alors, merci pour cette présentation très intéressante. J'avais personnellement, je vais essayer d'aller vite parce que j'avais 3 questions ou commentaires sur la présentation d'Hervé Le Bissonnet. Mais bon, tiens, je commence. La première, c'est-à-dire montrer qu'il y avait une bonne concordance au niveau des déplacements donnés par les 2 méthodes de calcul. Mais ceci étant, il y a un slide sur lequel on voit sur la paroi de droite la méthode coefficient de réaction qui part complètement en vrille avec un enfoncement dans le terrain. Là. Est-ce que on a l'impression qu'il y a oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans le modèle. En fait, quelle est l'explication Ça, c'est sans doute lié aux travaux, avec peut-être, oui, alors, il n'y avait pas de tirant, mais il y avait des butons, des mises en tension. Je pense que c'est lié au phasage des travaux. Ouais, les éléments finis ne le montrent pas, ça, par contre. Je crois que oui, voilà. C'est là. Oui, c'est ça, voilà, à droite. C'est oui. Bizarre, ça, quand même. C'est vrai que j'avais en mémoire, c'était plutôt l'instrumentation qui montait une divergence. Je ne saurais pas dire exactement. On en parlera. On va poser la question. Pour dire, la thèse de Khadija est beaucoup plus complète, hein, donc elle est disponible si vous souhaitez la regarder plus en détail. Mais je n'ai plus en tête exactement pourquoi cette divergence entre les deux méthodes. Sinon, j'avais 2 commentaires généraux. Merci sur la sous-évaluation effectivement des efforts dans les butons, parce que ça c'est un commentaire important et on a fait le même parce qu'on a fait aussi de notre côté avec Thomas Dactera une thèse sur l'ensemble des parois faites par Soletanche sur le Grand Paris, donc ça représente 3 ou 4 stations et on a effectivement constaté qu'il y avait cette tendance certaine à sous-estimer les efforts. Donc là, ça nous interpelle, puisque comme je disais ce matin, on manque d'indicateurs. Chaque fois qu'on voit qu'on commence à toucher la limite d'un modèle, donc c'est intéressant, parce que c'est une opportunité d'améliorer la crédibilité du modèle en améliorant notre connaissance des limites. Alors, je ne sais pas si Khadija l'a fait, mais Thomas avait commencé à le faire. Je ne sais pas s'il a été au bout. Est-ce qu'il y a de trouver un indicateur qui prendra en compte je sais pas, la rigidité de la paroi, la rigidité du buton, la portée. Je sais qu'il avait commencé à faire une étude paramétrique et la corréler avec nos observations. Donc parce que là, je pense qu'il est important pour la profession d'essayer de tirer de tout ça, de cette base de données formidable, peut-être en mettant nos efforts en commun entre Khadija et Thomas, un indicateur qui permette de savoir à partir de quel moment on se dit « il faut faire quelque chose ». Alors, le dernier commentaire, c'est si on dit « il faut faire quelque chose, on atteint l'indicateur », on fait quoi ? Alors, dans la présentation, on dit il faudrait utiliser des méthodes numériques, ce qui est effectivement une solution. Les Allemands ont une autre réponse, et ils gardent en fait les modèles classiques, mais en ajustant le diagramme de pression sur la paroi, des diagrammes trapézoïdaux au lieu de triangulaires ou autres. Ce qui, à mon avis, n'est pas une bonne réponse, parce qu'en fait, faisant ça, on modifie les moments fléchissants dans la paroi. Or, l'observation importante qu'on a sur toutes nos parois, c'est que finalement, les moments fléchissants sont bons. Les augmentations de contraintes, elles sont assez concentrées au voisinage des appuis. Oui. Donc, en fait, je pense que la solution dans le futur, c'est vraiment de rechercher peut-être un coefficient de modèle
qu'il faudrait appliquer à la réaction calculée des butons, qui viendrait en addition aux autres facteurs de modèle d'incertitude relatifs à les problèmes de température, de connexion, etc. Mais enfin, donc il y a un axe de progrès important, en tout cas, merci de l'avoir signalé, mais il faut vraiment que la profession, dont je ne fais plus partie, se mobilise pour avancer. On est d'accord. C'est vrai qu'il y a eu pas beaucoup de discussions en phase conception, justement pour essayer d'anticiper ces effets, de prendre suffisamment de sécurité sur les butons pour être sûr d'avoir suffisamment de marge en phase chantier, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un effet là sur lequel Khadija a beaucoup travaillé, c'est l'effet de la température, quoi. Essayer de gommer un petit peu l'impact de la température pour essayer de ressortir vraiment les efforts sans prendre en compte les fluctuations qu'on a en fonction de la température, quoi. Bon, le président UTER nous a donné encore le droit de poser une ou deux questions ou un commentaire. Et il y en a là-bas. Voilà. Il y en a deux. Alors, une ici et... Merci, Farima Masrouri, donc, de l'école de géologie de Nancy. J'ai deux petites questions par rapport à ce sol gonflant là, que vous avez étudié. Vous considérez que le sol est, au départ, quel est l'état du sol? C'est pas saturé au départ? Alors, c'est une grande question de discussion, mais nous, notre hypothèse actuelle, c'est qu'on s'attend à ce que ça soit initialement saturé. D'accord, donc il n'y a pas de gonflement hydrique dans ce cas-là? Oui, mais en fait, oui, c'est notre hypothèse aussi, c'est que pendant la phase de déchargement, parce qu'on parle d'une trentaine de mètres de déchargement, alors on imagine qu'on peut avoir une désaturation qui est liée à des ouvertures de fissures qui pourraient exister dans le sol. Et en fait, c'est au travers de ce phénomène qu'on s'attend à avoir une désaturation. D'accord. Dans ce cas-là, ça va être donc un gonflement hydromécanique, oui. Et essayer d'évaluer ça avec la méthode eudométrique que vous avez proposée, c'est un peu peut-être simplifier la chose, non? Oui, exactement. Mais la méthode hydromécanique a été utilisée pour évaluer, c'est un peu une sorte d'hypothèse extrême, parce qu'on a regardé entre la pression et la pression de gonflement, si on avait une saturation totale, à combien de déformations on pouvait s'attendre au maximum et quel impact cette déformation avait sur le radier. Donc on a traité en fait le cas extrême et le but de la mesure, c'est justement de voir si on peut avoir la réalité. D'accord, mais parce que tout ce qui est fissure, tout ça ne prend pas en compte. Sinon, ce qui m'a étonné, c'était de voir que c'est juste en plein milieu de votre fouille, vous avez une zone d'argile et aux alentours, un peu plus loin de tout ça, il n'y a pas d'argile? Non, comment ça se... Enfin, oui, comme je n'ai pas vu de profil de sol, du coup, j'ai un peu de mal à imaginer qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si oui, il marche. Oui. Donc là, la couche qui nous intéresse, c'est celle-là. Là, j'ai juste représenté l'intérieur de la boîte avec les parois moulées, mais c'est quelque chose qui s'étend sur... Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci, Carmen. José Muñoz de Vinci Construction. J'avais une question sur les graphiques de la gare d'ici, des forts d'ici, pour les poussées. Je me demandais en fait quelle était l'approche pour définir les poussées, parce que dans les rochers, en fait, est-ce que ça a utilisé la méthode CFI pour définir la pression de poussée, en fait? C'était essentiellement à partir selon les méthodes, la méthode de coefficient de réaction ou le. Non, c'est qu'en fait, dans les rochers, si on l'approche comme un matériau CFI... Pour le rocher, on a considéré que c'était c'était bien. On a considéré que c'était un sol homogène, un sol continu, donc avec une approche CFI. On a bien défini des CFI. On est sur globalement quand même une roche tendre. On n'est pas sur un mécanisme type mécanique de roche avec des blocs. On considère quand même qu'on est plutôt sur une roche tendre auquel on assimile un module de réaction et un module de déformation et un CFI classique. Alors, dernière question et ensuite la conclusion. Bonjour, Simon Rode d'EDF. Ma question était un peu connexe à celle de Farima, donc je pense que vous avez déjà un peu répondu. L'idée était de savoir si vous avez fait des calculs non saturés. Les calculs éléments finis étaient calculés non saturés ou pas du tout.
En fait, c'est ça qui est en cours. Ce que j'ai présenté, c'était vraiment le cas extrême pour savoir ce qu'on pouvait faire sur le radier, parce que ça, c'est opérationnel, c'est pour mettre en œuvre immédiatement. Et après, ce qu'on est en train de faire, c'est justement des calculs couplés hydromécaniques qui prennent en compte le fait qu'on est en train de désaturer. Mais ça, c'est une partie de l'objet de ma thèse et c'est pas encore totalement fini, quoi. FLAC, c'est pas... Merci à vous, merci à tous, merci aux organisateurs aussi.